Bienvenue dans ton nouveau numéro de Politiquement Incorrect. C'est ton format qui réunit une personnalité des réseaux face à une personnalité politique. Il y a deux milieux opposés qui vont pouvoir échanger sur des sujets de société qui nous concernent tous. Sébastien Chenu, merci d'être avec nous. Bonjour. Sébastien, tu es vice-président du Rassemblement national, député de la 19e circonscription du Nord et également vice-président de l'Assemblée nationale. Mathieu Séchin, on t'a tous découvert, on s'en souvient tous forcément dans la saison 15 de L'amour est dans le pré. C'était sur M6, aux côtés de ta copine d'ailleurs, Karine Le Marchand. Vous êtes devenus amis depuis. Très. Et au-delà de ton amitié avec Karine, tu es devenu influenceur à succès sur les réseaux sociaux. Tu nous partages ton quotidien de papa solo. D'ailleurs, tu as fait appel à la GPA et tu es également auteur de ce nouvel ouvrage qui s'appelle « Un papa comme les autres » aux éditions Le Duc, que vous retrouvez de partout. Mathieu, Sébastien, ensemble, vous allez débattre sur deux thématiques clés qui sont la GPA et la médiatisation des enfants sur les réseaux sociaux. Et enfin, on finira ce Politiquement Incorrect par une série de pour ou contre auxquels vous répondrez du tac au tac. Vous pouvez répondre aussi dans les commentaires à la maison. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. On commence tout de suite avec la première thématique. On va parler de GPA avec cette première question. Pensez-vous que la France doit évoluer vers un cadre légal autorisant la GPA? Je vous invite à y répondre aussi à la maison dans les commentaires. Pensez-vous que la France doit évoluer vers un cadre légal autorisant la GPA? Sébastien Chenu. Bon, a priori, non. Mais simplement, moi, je pense qu'il faut cadrer les choses. Moi, je suis hostile à la GPA, mais je ne suis pas hostile à la parentalité pour les gays, qu'ils soient célibataires ou en couple d'ailleurs. Je pense qu'on peut être gay, être un excellent père, on peut probablement aussi être un très mauvais père en étant gay, on peut être lesbienne, être une très bonne mère et inversement, être en couple ou être célibataire. J'ai pas de problème avec ça, ni avec le désir d'enfant. Le désir d'enfant, il est humain, quelle que soit la vie qu'on vive. Ça, c'est, j'allais dire, pour poser le débat. Après, qu'est-ce que nos sociétés peuvent offrir, interdire, encadrer pour répondre à des demandes qui sont finalement assez récentes. Pas le fait que les gays aient des enfants, ça c'est pas une demande, ça existe depuis toujours. Il y a toujours eu des gays qui ont eu des enfants. Mais maintenant il y a une demande que les États offrent un cadre qui permette à chacun de pouvoir assouvir son désir d'enfant. Et c'est là où je pense que ça coince. Parce qu'en fait, ça met le doigt sur des difficultés supplémentaires. Ça met le doigt sur l'instrumentalisation, la commercialisation, parfois, du corps des femmes. Ça, je pense que ça ouvre le débat sur beaucoup plus de choses, parce que ça nous amène très très loin. Sur l'accès aux origines. Je pense que là aussi, c'est un débat qui pose des vrais problèmes et sur lequel on ne peut pas s'engager à la légère. Et moi, en étant législateur, en faisant la loi, je suis toujours préoccupé par une chose, c'est comment je protège dans la société le plus faible. Et le plus faible, c'est pas le parent qui veut devenir parent, enfin le futur parent, c'est pas l'homme ou la femme qui veut devenir parent. Le plus faible, c'est l'enfant qui arrive dans la société. Quel cadre, quelle protection on lui offre, et est-ce que donc la GPA permet de protéger le plus faible? Et aujourd'hui, je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, la GPA véhicule plus de problèmes aujourd'hui et demain qu'elle n'apporte de solutions. Mathieu Séchin, on le sait, tu le partages, ton quotidien de papa solo, tu as fait appel à la GPA notamment en Colombie, tu parles de GPA éthique. Dans un premier temps, juste concrètement, est-ce que tu penses, Mathieu, que la France, elle doit impérativement évoluer vers un cadre qui autorise la GPA, et si oui, pourquoi? Alors pourquoi moi j'aimerais qu'on légifère en France? Justement pour éviter que certains parents se retrouvent dans des process où il va y avoir une exploitation de la femme. Après, je parlerai, si vous le souhaitez, de mon process à moi et pourquoi il est plus responsable que les autres. Mais pour éviter effectivement qu'il y ait une commercialisation de la femme, parce que évidemment, alors maintenant l'Inde c'est terminé, mais à une époque en Inde, il y avait ce qu'on appelle les usines à bébés, où les femmes étaient payées au lance-pierre pour faire des enfants, pour les blancs friqués, etc. Donc effectivement, il y a de la dérive. Tu as déclaré récemment la GPA et le don d'organes, c'est la même chose. Oui. Tu mets la GPA et le don d'organes sur le même tableau. Je me souviendrai toujours de ma porteuse de vie qui a dit, quand je lui montrais les SMS de gens ou les messages que je recevais sur Facebook, mais qui sont ces vieux colons européens à venir me faire la morale à moi? Je ne suis pas qu'un utérus, j'ai aussi une cervelle et je fais mes choix.
Et ça, c'est une phrase qui m'a complètement sidéré. Elle a fait ce choix, elle. Encore une fois, parce qu'on est dans un process éthique, en tout cas responsable. Et pourquoi j'aimerais qu'on légifère en France, c'est justement pour protéger tous ces process qui sont illégaux et qui sont une réalité, en le légiférant ici, c'est-à-dire en faisant sur le volontariat de la femme, bien sûr, évidemment pas rémunéré, ou alors si elle s'arrête de travailler, une compensation équivalente à l'arrêt du travail. Pourquoi évidemment pas rémunéré ? Parce que je trouve, tu regardes moi par exemple, pour mon cas, ma porteuse de vie, elle a été défrayée entre guillemets de 15 000 €, ce qui correspond avec la différence de vie à 30 000 € français. D'accord ? Pour quelqu'un de français. En fait, c'est qu'elle s'est arrêtée de travailler 6 mois. Donc, comme il n'y a pas de Pôle emploi là-bas, c'est un défraiement. C'est-à-dire que j'ai compensé le fait qu'elle s'arrête de travailler. J'aurais pas donné quelque chose, ça aurait été quand même... oui, tu aurais eu l'impression de l'exploiter, c'est ce que tu m'avais dit déjà en interview. Voilà. Tu m'avais dit, si je n'avais pas payé, j'aurais eu l'impression d'être dans une forme d'exploitation. On est sur le défraiement. Et moi, je rejoins M. Chenu sur le fait qu'il ne faut pas de commercialisation. Et dans le cadre d'une législation française, c'est vraiment pour protéger ces femmes qui peuvent être exploitées dans certains process, certaines filières, parce qu'il y a des filières, il y a, quand vous êtes dedans, moi j'ai écrit un livre sur la GPA, et je peux vous garantir qu'il y a certains, ça fait froid dans le dos, justement pour protéger ces femmes-là. Si on légifère, on se dit, on le fait entre nous, sur le thème du volontariat, et puis au moins ça sera cadré par la France. Voilà. Parce que la GPA en France, elle n'est pas autorisée. On est d'accord. Par contre, il y a des pays qui la pratiquent. Regarde, preuve en est, Mathieu, il est parti en Colombie. Mais typiquement, quand tu reviens en France, quelles ont été les démarches que tu as dû faire ? Est-ce qu'il a fallu que tu l'adoptes, Ezio ? Alors, c'est assez compliqué quand tu rentres en France. Alors, depuis la loi de 2021, dès que ce sont tes propres paillettes, l'enfant est automatiquement français. Voilà, paillettes, c'est les petites graines. Du coup, quand il revient... il est français, sauf que y a tout un process qui est compliqué, c'est-à-dire que les territoires et autres préfectures ne sont pas formées à ça. Elles te demandent de déclarer, avant de faire un passeport, de déclarer à Nantes, au tribunal de Nantes, l'existence du petit, sauf que si tu déclares au tribunal de Nantes l'existence du petit, tu ne peux plus enlever la porteuse de vie du livret de famille de l'enfant. Voilà, il y a tout un truc, voilà. La France n'est pas formée à ça. Donc il y a toute une difficulté quand tu rentres de Mais ce que je l'étranger. comprends, c'est qu'en France, concrètement, du fait que la GPL ne soit pas légale, ça pousse à aller à l'étranger. Ça pousse à... Ben oui, parce que derrière, il n'y a pas de sanction. Derrière, il a la possibilité, Mathieu et tout un chacun, que son enfant soit reconnu sur le territoire français à partir du moment où c'est ses gamètes. Non, mais en fait, où il y a une relation... commerciale, une rémunération, une transaction financière fixée par l'un et l'autre, par je ne sais pas qui, puisque aux États-Unis, par exemple, il y a même des centres de GPA, donc des professionnels qui ont ouvert des centres, etc. Et je crois que ce n'est pas le modèle que Mathieu nous soumet aujourd'hui, mais où il y a une relation commerciale, et moi ça me heurte, et je pense que la loi doit être là pour empêcher une relation commerciale. Où il n'y a pas de relation commerciale, et deux personnes veulent entreprendre un projet avec peut-être l'effacement après de la mère dans ce projet, mais s'il n'y a pas de relation commerciale, deux personnes qui entreprennent un projet, il n'y a pas besoin de loi spécifique. Enfin, je veux dire, si vous voulez faire un enfant avec une amie, vous n'avez pas besoin que l'État s'en mêle. Il n'y a pas d'histoire d'argent, vous faites votre enfant, l'un ou l'autre peut le reconnaître, l'un et l'autre peut le reconnaître. En fait, vous n'avez pas besoin d'intervention de l'État. Et c'est ce qu'on fait depuis très longtemps. Beaucoup d'hommes et de femmes qui ont fait des enfants ensemble, quel que soit leur choix de vie personnel ou leur vécu personnel. Donc c'est là où je pense qu'il y a méprise, c'est-à-dire que où on est dans une démarche dans laquelle il y a une ouverture sur la commercialisation du corps. Et là, parce qu'après, le fait de commercialiser ou en tous les cas de louer, entre guillemets, le corps d'une femme pour ça, demain on pourra être sur autre chose. Ça pourrait être une autre partie du corps dont on a besoin pour autre chose. Oui, là c'est de la fiction. Mais non, c'est pas de la fiction. Il faut faire par rapport à ce qui existe. Non, mais c'est pas de la fiction parce que
tout est possible en réalité. Désormais, on voit que tout est possible. Et donc, moi, je veux justement empêcher qu'on aille vers cela, parce que je pense à la sacralisation du corps. Moi, je pense qu'on ne fait pas n'importe quoi. En tout cas, on ne vend pas et on n'achète pas le corps et la fonction reproductive. Mais si il n'y a pas de relation commerciale et que les gens veulent se voir, Dupont est gay, veut faire un enfant, il a une copine, qu'elle soit gay, hétéro, peu importe, célibataire, etc. Elle lui dit, écoute, moi, je fais un enfant avec toi. Là, il n'y a pas besoin de loi, il n'y a pas besoin que l'État intervienne là-dedans. Et après, chacun, évidemment, a l'autorité ou pas sur l'enfant à venir. Mais moi, je pense que l'État, il est là pour protéger la société des dérives. Et les dérives, c'est celles qu'on peut voir dans certains pays, celles que vous avez citées, Mathieu, dans certains pays, celles de gens qui aussi se disent, voilà un nouveau business. C'est un business d'aujourd'hui, il y a une demande, nous, on a l'offre adéquate. Et moi, non seulement ça me heurte, mais surtout, je pense que derrière, il y a des conséquences pour notre société. Est-ce que ça ne permettrait pas justement d'encadrer du fait que ce soit légalisé en France? Parce que regarde, toi aussi, Mathieu, toi aussi, tu es attaqué là-dessus. Même tu dis, j'ai fait une GPA responsable en Colombie, mais pour beaucoup, c'est pas responsable. Oui. Pour beaucoup, c'est pas responsable du simple fait d'avoir payé 15 000 € ou X somme pour pouvoir avoir un enfant en contrepartie d'une inconnue. Une personne, par exemple, qui souhaite avoir un enfant parce qu'elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas soit parce qu'elle est gay, soit parce que c'est une dame qui a plus d'utérus ou quelque chose comme ça. Bon, c'est à peu près 80-20. C'est cadré. Imaginez-vous une dame qui souhaite avoir un enfant, qui fait appel à une autre dame pour porter son enfant. Et que cette autre dame, pendant la grossesse, lui dit « Non, mais finalement, je veux rester la maman ». Vous imaginez parce qu'en France, c'est quoi le cadre? Est-ce que c'est celle qui a donné l'ovocyte ou est-ce que c'est celle qui porte l'enfant et qui accouche? C'est une horreur. C'est une horreur. Donc, les petits arrangements entre amis, c'est abominable. Et ça arrive. Et ça arrive. Moi, j'ai des amis qui ont fait, c'est ce qu'on appelle les dons éprouvettes. C'est-à-dire que le monsieur fait dans une éprouvette une seringue et puis la dame avec la seringue se met le sperme dans le... voilà. Et puis après, la femme dit « Ah non, mais... » Parce qu'elle se transforme, parce que c'est son enfant. Et elle dit « Non, non, mais moi, je veux être... » Et ça pète en vol. Et là, la victime, c'est l'enfant. C'est pour ça que je voudrais que l'État cadre, justement. C'est là où on a probablement une divergence. C'est qu'en fait, moi, je crois pas à l'effacement de la mère. Je pense que dans toute histoire, quel que soit le parcours de la mère, on ne peut pas l'effacer. Et dans le processus de GPA, il y a souvent un effacement de la mère au profit d'un couple d'hommes. La mère n'a été qu'une fonction reproductive et elle est abstraite de l'histoire, même si l'enfant pourra être informé de son chemin, mais elle est effacée, elle n'apparaît pas dans l'état civil, etc. Et moi, je ne crois pas, évidemment, en ce modèle. Je pense qu'une mère existe. Elle peut être tout à fait absente, elle ne peut ne pas élever un enfant, mais elle existe. Et c'est vrai que dans le schéma d'une GPA dans lequel la mère est effacée, telle qu'on nous la présente, moi, ça me heurte. Alors, c'est quoi la solution, alors, concrètement? Moi, là où je voudrais apporter quand même une précision, déjà pour moi, la maman, c'est la personne, eu égard aux personnes qui adoptent, par respect pour ces personnes qui adoptent, la maman, c'est celle qui élève l'enfant. Pour moi, la personne qui a porté l'enfant, c'est une porteuse de vie. Ensuite, il y a une chose encore plus précise, c'est-à-dire que l'enfant qu'elle a porté n'est pas son enfant biologique. C'est-à-dire qu'on est avec un ovocyte d'une tierce personne qui, avec les paillettes d'un homme, a formé un embryon qui a été transplanté dans l'endomètre d'une autre personne. Donc le concept de mère est très très particulier dans ces GPA que je dis éthique. Et c'est pour ça que l'effacement de la porteuse est logique. Ce qui est intéressant, après, c'est de conserver l'histoire comme je la conserve, de garder des nouvelles et d'aller voir régulièrement la personne pour ne pas effacer le truc. Mais par définition, la GPA, il n'y a pas de mère biologique puisqu'il y a d'un côté un ovocyte et de l'autre 9 mois qui se passent dans un ventre. C'est-à-dire que toi, Sébastien, tu le vois vraiment, c'est une maman, tu ne vois que le prisme de la maman, tu ne vois pas la porteuse de vie, ou t'entends ce qu'il dit Mathieu. Mais moi, j'ai du mal à réduire la femme à uniquement une fonction reproductrice ou porteuse d'un enfant ou porteuse de vie, comme Mathieu le dit. Je pense que réduire la femme à cela
et souvent donc en échange la payer pour cette fonction reproductrice unique, me heurte. Il y a peu de cas dans lesquels, d'ailleurs, il n'y a pas une rémunération, une contractualisation, etc., avec une femme qui accepte ça. Et il y a beaucoup de cas dans lesquels, et vous l'avez dit aussi, celle qui, à un moment, porte l'enfant se sent liée à l'histoire et quelle est sa place dans la suite. Mais est-ce que c'est pas antiféministe quelque part aussi, de parler à la place d'une femme, de lui retirer ce choix-là? Moi, c'est ce qu'a dit celle qui a porté mon enfant. Elle m'a dit, elle, dans son principe, elle est très croyante. Bon, le catholicisme en Amérique du Sud est un catholicisme beaucoup plus... la GPA, en Colombie, la GPA, l'homosexualité, le suicide assisté, ce ne sont pas des sujets. Vous trimballez main dans la main avec un homme à Bogota, personne ne vous regarde. Maintenant, à Paris, vous ne le faites plus. Hein. Même à Paris. Vous faites casser la figure. Elle était qu'on me laisse faire comme j'ai envie. C'est-à-dire qu'en fait, là où il faudrait réfléchir à la chose, c'est qu'on décide à leur place. C'est-à-dire qu'elle a eu envie de faire un cadeau au monde, comme elle me l'a dit, et on devrait décider à sa place de le faire ou de ne pas le faire. Voilà. Et moi, c'est ça qui me heurte. C'est-à-dire, laissons les femmes choisir si elles ont envie de porter un enfant pour quelqu'un d'autre, plutôt que de dire par principe, non, on ne le fait pas parce que c'est un non-respect. Non, laissons... Alors, légiférons en France pour protéger l'étranger, ça je suis d'accord, mais légiférons en France et laissons le choix aux femmes qui le souhaitent de porter l'enfant des autres par simple liberté. Alors, moi, j'ai une question en revanche peut-être à Mathieu. Qu'est-ce que vous appelez, Mathieu, une GPA éthique? Ou c'est peut-être pas le mot que vous avez utilisé d'ailleurs. Responsable. Responsable. Qu'est-ce que c'est dans votre esprit? Alors, la GPA responsable, c'est une GPA où la porteuse de vie est au centre du programme. C'est-à-dire que c'est elle qui choisit la personne ou le couple avec lequel elle va faire, ce qu'on appelle le match. C'est elle qui est au centre du programme, c'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe pendant la grossesse, c'est sa sécurité à elle, son bien-être à elle, qui prime sur les décisions des parents d'intention. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors, on sera d'accord, c'est pas partout le cas. Mais en tout cas, ça existe. Deuxièmement, c'est qu'il n'y ait pas de transaction que je dirais commerciale, financière élevée, comme aux États-Unis. Là, aux États-Unis, moi, ça me heurte que 170 000 € soient reversés à des intermédiaires, avocats, assureurs. Pour moi, c'est ubuesque. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Qu'il y ait une rétribution, c'est-à-dire un défraiement. Par exemple, la mienne s'est arrêtée, ma porteuse de vie s'est arrêtée 6 mois de travailler parce qu'elle a eu des petites difficultés et que donc ces 15 000 € lui ont permis de vivre, etc. C'est s'assurer que la famille de la porteuse n'ait pas de besoins financiers. Ça, c'est très important. Elle est assistante maternelle, son mari a une petite entreprise, ils ont 2 voitures, un appartement, 2 enfants. Tout va bien. Donc en gros, il y a des règles. Des règles. C'est ça que tu es en train de nous expliquer. Mais des règles très précises. Mais alors pourquoi ce ne serait pas possible en France avec des règles très précises? Oui, mais par exemple, sur la règle financière, moi je pense qu'elle est, si ce n'est difficile, elle est impossible à définir. Parce qu'en réalité, on ne peut pas dire, pour porter un enfant, ça vaut 15 000 €, ça vaut 10 000 €, ça vaut 8 000 €, parce qu'en fait, vous réduisez immédiatement un acte qui est essentiel dans la vie humaine à un prix, à un tarif. Et je pense que si on ouvre cette porte-là, vous aurez demain des gens qui diront « Ah ben moi, je vous le fais pour moins cher ». Ou moi, je vous le fais pour plus cher. Et donc, vous entrez mécaniquement dans une relation financière. Vous entrez mécaniquement dans une relation dans laquelle tout se contractualise, tout s'achète, tout se vend. Et c'est là où je pense que le législateur, l'État, moi, mon rôle, c'est de dire « Attention, là, on passe dans autre chose ». Est-ce que le législateur ne pourrait pas, à ce moment-là, là, je parle comme ça, hein, mais justement dire « Eh ben, il n'y aura pas de prix en France ». Ça veut dire aucune rémunération. Voilà. C'est juste en fait le principe de protéger les parents, le ou les parents d'intention, la femme, le couple, l'homme, les parents d'intention, protéger aussi, parce que finalement c'est protéger aussi la vie de la personne qui va porter, protéger l'enfant,
parce qu'il faut, parce que dans ce cadre-là, et sortir ce côté financier des perspectives, puisque c'est ce côté qui Pas qui seulement, heurte. on a un autre sujet qui est celui de l'accès aux origines, de l'accès quelque part à sa vie, à son patrimoine génétique, Qu'est-ce que c'est d'où l'accès on aux vient, origines ? d'où on vient. D'où on vient, quel est le chemin qu'on a fait, qui est mon père, qui est ma mère, pas besoin forcément de les connaître. C'est le cas, par exemple, pour la PMA. À 18 ans, aujourd'hui, les enfants ont la possibilité justement d'avoir cette transparence. C'est la raison pour laquelle je pense qu'effectivement la PMA pose aussi ce problème. Je pense que... et le rôle de l'effacement, je disais, l'effacement de la mère, Mathieu nous a dit, elle est là juste comme un intermédiaire à la disposition du désir d'un couple, quel que soit le couple, qui peut être un couple hétérosexuel aussi en la matière. Donc c'est là où je pense que ça pose, après la relation financière, le problème de l'accès aux origines, de la place de la mère dans une histoire, qui est la mère, etc. Vous avez dit, la mère, c'est pas forcément celle qui porte l'enfant. Moi, en tous les cas, je pense que son effacement dans cette histoire pose un autre problème dans la construction à venir de l'enfant. En tous les cas, je pense que ça ne veut pas dire que l'enfant se construira fort mal. Il y a des enfants qui vont très bien se construire sans ça, mais je pense qu'on amène un problème supplémentaire, évidemment, à l'enfant à venir. Pour Emmanuel Macron, la GPA, c'est une ligne rouge à ne surtout pas dépasser, alors que pour Gabriel Attal, lui, de son côté, il souhaite briser les tabous autour de la GPA. Il a dit qu'il était ouvert à une réflexion sur la légalisation de la GPA. Alors moi, j'irai un petit peu plus loin dans cette légalisation. C'est que on sait qu'aujourd'hui, que les couples qui ont eu accès à la GPA, notamment les couples gays, font des enfants extrêmement heureux. Extrêmement heureux. Il n'y a pas de cas, par exemple, dans le monde, pas un seul cas dans le monde d'inceste d'enfants liés à la GPA, issus de GPA. Bon. Moi, je demanderai à mon fils, quand il aura 20 ans, est-ce que tu regrettes ? En fait, on donne la vie. Il faudrait aussi se positionner par rapport à l'enfant. C'est-à-dire, moi j'entends, Sébastien, ce que vous me dites, il faut protéger le patrimoine, il faut... Mais en fait, il faudrait aussi se positionner par rapport à l'enfant qui vient. C'est un enfant qui naît, qui va globalement vivre bien sa vie, et qui va, parce que les parents qui font appel à la GPA sont souvent des parents qui ont galéré pour avoir des enfants, donc tout va être tourné vers l'enfant, hein, c'est pas comme des couples, et on ne pense pas simplement à cet enfant qui, à 20 ans, sera heureux de vivre. Donc on aura donné naissance, la vie à un enfant, moi, à mon fils, qui à 20 ans va dire « Papa, merci d'être battu pour moi, parce que je suis tellement heureux. » Je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûr que la GPA, ce soit un certificat à faire des enfants heureux. Je pense qu'il n'y a pas de recette pour faire des enfants heureux au monde. Et il n'y a peut-être pas de cas, il faut le souhaiter, d'enfants victimes d'inceste issus de couples de GPA, qui ont pratiqué une GPA. En revanche, il y a des enfants qui, dans des couples homo, on l'a vu, ça a parfois défrayé la chronique, ont été abusés. Parce qu'en fait, ça existe tout simplement dans la nature humaine. C'est pas la des parents qui est en cause, c'est pas le fait qu'ils soient élevés par des couples homos, c'est qu'il y a des gens qui se comportent très bien, une immense majorité de gens qui ont des enfants se comportent très bien avec leurs gosses, et il y a une très petite minorité qui peuvent, et là-dedans il peut y avoir des gays, se comporter très mal. Il n'y a pas de... c'est pas le passeport... La plupart des abus sexuels ont lieu au sein même des familles. Hein, oui, mais France, voilà, il n'y a pas de passeport pour faire un enfant heureux. Je pense que, attention à ne pas idéaliser non plus. Vous avez un parcours qui, je l'espère, vous rend heureux d'ailleurs. Et je suis sûr que vous êtes un très bon père. Je n'ai aucune raison de douter de ça. Je ne le dis pas, mais attention, il n'y a pas de chemin idéal. Et je pense que quand même, on charge un peu la barque pour l'enfant à venir, en lui disant ta mère, c'est où elle n'existe pas, ou c'était juste une reproductrice. Pour conclure, ou, je l'ai payée. Je pense que, attention, ça peut aussi charger quand même émotionnellement, psychologiquement, un enfant en construction. Pour conclure sur la GPA, la France, elle doit l'autoriser, légiférer ou pas? Oui ou non? Non, moi, j'y suis pas favorable. Non de façon ferme? Oui, non. Ou il reste une petite ouverture? Non, non, de façon ferme, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir des enfants, quel que soit son mode de vie, de différentes façons, sans la GPA. Mathieu Séchin, est-ce que tu penses que la France, elle doit évoluer vers un cadre légal autorisant la GPA? Oui ou non, de façon ferme? Oui, de façon ferme, parce qu'il faut s'enlever des process qui abusent de la GPA,
et parce qu'il faut protéger l'enfant qui arrive ici, et puis les couples qui font des enfants avec les enfants éprouvés. Voilà, vous avez écouté les arguments de Sébastien Chenu et de Mathieu Séchin. Vous avez la barre de commentaires pour nous partager votre avis. On enchaîne avec notre deuxième thématique clé. Comme quoi, on peut avoir des avis différents sans devenir hystérique, sans se taper dessus, et confronter des avis, des parcours, des doutes. Mathieu a des doutes, j'ai des doutes, etc. Parce qu'on cherche des meilleures solutions pour notre société, en fait. Complètement. Et les solutions, on va les chercher. Avec cette nouvelle thématique, on va parler de la médiatisation des enfants sur les réseaux sociaux. Avant que je vous pose votre première question levier, on va regarder un extrait vidéo de ce que tu postes avec ton fils Ezio sur les réseaux sociaux. Mathieu, regarde, ça se passe là. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on est en road trip pendant 2 mois et demi autour de la France. Pour cette 4e semaine de camping-car, de road trip, nous sommes partis rejoindre ma famille, ma maman. T'es comme papa, tu rigoles tout le temps même si tu sais pas pourquoi tu rigoles. Donc voilà, les images, on les a vues, c'est un petit florilège de ce que tu as l'habitude de poster sur tes réseaux sociaux, Mathieu. Alors la question, elle est simple. La médiatisation des enfants sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle les met en danger? Oui ou non? Sébastien Chenu. Elle comporte forcément des risques. Lesquels? On sait qu'aujourd'hui, des enfants, et puis en plus avec toutes les techniques maintenant d'intelligence artificielle, etc., des enfants mineurs, moi je pense que c'est plutôt le fait d'enfants mineurs qui ont accès d'ailleurs à des outils qu'ils ne maîtrisent pas, les met en danger. Après, j'ai confiance dans les parents pour gérer l'image ou l'absence d'image, mais c'est un danger parce que les réseaux sociaux, c'est une formidable ouverture sur le monde, et c'est aussi un danger manifeste. Donc, tu parlais de marchandisation avec la GPA. Pour beaucoup, c'est vu aussi comme une forme de marchandisation. Oui, alors, parce qu'il y a de l'argent aussi à la clé, c'est vrai, avec les contenus, on va pas se mentir. Oui, attention, ça on est dans l'image, on est dans une autre problématique qui est l'image, la gestion de l'image. Moi, je pense qu'un enfant mineur, il est par définition sous la responsabilité de ses parents, qui gèrent eux-mêmes l'exposition de cet enfant et de son image. Et un enfant mineur, en revanche, est toujours sous la responsabilité de ses parents lors de dans l'accès qu'il peut avoir lui-même à ses réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que, grosso modo, je pense qu'avant 15 ans, aucun enfant doit avoir accès aux réseaux sociaux, y compris avec un accord parental, parce que vous avez des parents qui... Mais est-ce que ça te choque, les parents qui mettent en scène leurs enfants sur les réseaux sociaux? Ça veut dire quoi, mettre en scène? Mettre en scène, ça veut dire qu'ils vont les montrer, tiens, là, aujourd'hui, on va faire la sieste, je fais un vlog, je vous montre comment ça se passe, et il a eu son cours d'anglais, et hop, je vous montre comment on a joué avec mon fils, je l'ai éveillé de cette façon-là. En fait, qu'ils mettent leurs enfants au cœur de leur contenu. On y fait face tous les jours sur les réseaux sociaux. Ah non, mais j'ai pas de raison d'être choqué. Mettre un enfant au cœur de ses contenus, c'est mettre un enfant au cœur de sa vie, souvent. Donc j'ai pas de raison d'être choqué. Je pense qu'il y a, au contraire, on voit des jolies choses, des jolies histoires, etc. Il y a un danger. C'est aux parents de l'évaluer, c'est aux parents de le maîtriser, et c'est à l'État d'empêcher après l'enfant lui-même d'accéder aux réseaux sociaux lorsqu'il est mineur, lorsqu'il a moins de 15 ans, puisque la majorité numérique, elle est à 15 ans. Mais sur le fait de montrer sa vie avec ses enfants, j'y vois pas d'inconvénient. Peut-être que tu vas te retrouver, je sais pas, quand l'enfant il aura 16 ou 18 ans, avec un enfant qui dira, en fait, j'avais pas donné mon consentement, j'avais pas envie d'apparaître de cette façon-là sur ces réseaux. Quand on est mineur, quand on est enfant, on est sous le contrôle de ses parents. Donc, y a pas, on va pas faire... L'enfant va pas venir faire un procès à ses parents après, ça marche pas comme ça. Un mineur, il est sous le contrôle de ses parents, c'est aussi ça, être responsable aux parents, de voir si, par exemple, on doit flouter un enfant ou pas à certains moments de sa vie. Il y a des moments où il vaut peut-être mieux flouter son enfant. On va voir comment tout ça pourrait être cadré. Ouais. Mathieu, ton avis sur la question. Est-ce que ça met... toi, tu le mets en avant, ton fils, sur les réseaux sociaux, mais est-ce que parfois, tu te poses la question du danger que ça pourrait susciter? Alors, du danger... Je ne sais pas s'il y a danger. Alors, souvent, on me dit, je vais rejoindre... Pour le coup, Sébastien, on me dit oui, mais ton enfant te le reprochera. Alors on va peut-être arrêter 2 secondes avec les enfants rois. S'il me le reproche, je lui dirai écoute, tu te tais, parce qu'avant 15 ans, tu n'avais pas. C'est moi qui décidais pour toi, et maintenant tu vas décider. Voilà. Donc on remet l'enfant à son rôle d'enfant. C'est le parent qui. Oui, mais donc ça veut dire que tu nies quelque part son image numérique. Je nie pas son image numérique. Un peu. Je nie pas son image numérique, sauf qu'elle était contrôlée par son parent. Ça rentre dans une éducation, si tu veux. Et puis... Oui, mais la FCA a été autorisée pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est considéré comme un acte de violence. Ce qu'il faut faire, c'est ne jamais montrer son enfant quand il pleure, parce que ça lui appartient. Moi, tu verras jamais Ezio
c'est toujours quand il rigole. Voilà. Ne jamais montrer un enfant quand tu l'engueules. Ne jamais montrer... Voilà, il y a quand même un respect à avoir, mais ça, c'est de l'ordre de la responsabilité du parent, si tu veux. Là, il peut y avoir un danger. C'est si le parent... Mais tous les parents ne sont pas responsables. Et la loi, elle est là pour ça, justement. Elle est là pour mettre de la structure, pour mettre du cadre. C'est là que le parent doit avoir sa responsabilité, et peut-être que sa responsabilité peut être remise en cause s'il fait des débordements comme ça. L'État intervient quand même pas mal quand on utilise ses enfants, entre guillemets, mais quand on les fait participer à notre marketing de réseau. À de la publicité rémunérée. De la publicité rémunérée. Voilà, c'est considéré comme un contrat de mannequinat. C'est très très bien ficelé. Là, le législateur a été incroyable. On est un des rares pays à le faire, d'ailleurs, je crois. C'est-à-dire que le parent ne touche rien. Sauf des frais de déplacement s'il a fallu se déplacer. Moi, je l'ai vécu. On a fait une publicité pour Garnier, parce qu'il ne t'a pas échappé que mon fils a des très jolis cheveux. Une publicité pour Garnier. Alors, moi, j'y étais dedans. Est-ce qu'il tient de son père? Un peu. J'y étais dedans. Mais donc, ça veut dire que ton fils, il a été rémunéré? Oui, il a été rémunéré, mais moi, je n'ai rien vu. Ça a été envoyé par l'agence de mannequinat directement sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations qu'il touchera à ses 18 ans. Voilà. Nous, c'est comme ça. Et c'est très bien. Parce que je pense qu'il y a quelques années, il y a eu des abus. Il n'y a pas si longtemps que ça, que cette loi, elle existe. Je pense qu'il y en a encore beaucoup, des abus aujourd'hui. Quand même, alors, on en voit des dérives sur les réseaux sociaux. Alors, tous les parents sont pas responsables. Financièrement, je ne sais pas, parce que c'est quand même bien ficelé, ce truc. Mais tu vois, ça soulève une question. Jusqu'où va la liberté parentale? Parce que, ok, je vous entends et je l'entends. Vous dites un enfant, il est sous la responsabilité de son parent avant 15 ans. C'est ça? Mais elle s'arrête où, cette liberté parentale? L'équilibre dans la société, c'est toujours pareil, c'est liberté, responsabilité. Moi, je suis favorable à la liberté si, de l'autre côté, il y a de la responsabilité. Mais la responsabilité, ça ne peut pas être simplement un mot. La responsabilité, elle se cadre par la loi. Vous avez des lois qui empêchent des attitudes sexualisées d'enfants. Il y a des lois, Mathieu l'a très bien expliqué, qui font que vous ne pouvez pas commercer avec votre enfant. Votre enfant ne peut pas être un outil de commerce. L'argent qu'il peut avoir parce qu'il a fait des photos, pour une agence de mannequins, etc. Il y a beaucoup de bébés dans les publicités, il y a beaucoup de gamins. L'argent sera sur le compte de l'enfant, il le touchera évidemment à sa majorité. Les parents ne peuvent pas l'utiliser pour eux-mêmes faire commerce. Donc la loi n'est pas mal faite en réalité de ce côté-là. Là où il y a des creux, des difficultés, c'est sur les accès que peut avoir un mineur aux réseaux sociaux lui-même. Là, il y a encore probablement... ça, c'est un autre sujet. Là, c'est pas l'exposition des enfants. Mais c'est quand même... c'est connexe. Mais en revanche, moi, je pense que la loi, aujourd'hui... Alors, on n'empêchera jamais un parent complètement dingue de mettre une photo, un film, une vidéo dévalorisante pour son enfant. Et Mathieu l'a très bien expliqué, il y a des situations de la vie dont il faut se protéger. Et là, je crois que la loi, je parlais de la sexualisation, mais je pense qu'il y a probablement un certain nombre de contextes dans lesquels la loi peut s'appliquer et empêcher ça. Alors, en plus aujourd'hui, on a quand même les systèmes de... Il y a l'ASE, qui quand même la protection de l'enfance. S'il y a une délation, c'est-à-dire si quelqu'un constate sur les réseaux sociaux qu'il est là, vous êtes sûr que vous avez l'ASE qui vous tombe dessus. Et dans les décisions de l'ASE, il peut y avoir un retrait de l'enfant, manu militari, entre guillemets, avec les gendarmes. Le retrait, ça s'est vu très souvent parce que exposition sexuelle de l'enfant ou des trucs comme ça. Donc, on a quand même des garde-fous en France. On ne peut pas tout critiquer en France quand même, mais on a quand même des garde-fous de protection pour l'enfant qui sont quand même assez importantes. On peut déchoir des parents de leur autorité. Oui. Mathieu le dit, effectivement, un parent qui ferait n'importe quoi avec son enfant sur les réseaux sociaux, l'ASE, en tout cas les services de l'enfance seraient saisis et les parents devraient rendre des comptes pour être déchus de leur autorité, pour être traînés devant la justice. Donc, effectivement, je pense que en ce qui concerne l'exposition des enfants sur les réseaux, on est plutôt pas trop mal outillés en France. On n'empêchera jamais des dingues de faire n'importe quoi, mais la loi est là pour au contraire les sanctionner s'ils font n'importe quoi. Et vous êtes là pour répondre à mes pour ou contre. Je vous ai préparé une série maintenant de pour ou contre. On n'est pas obligé de dire pour, on peut expliquer un petit peu. Mais bien évidemment, on est là pour parler, on est là pour converser, on est là pour échanger, on est là pour se questionner et remettre potentiellement en question nos opinions. Je trouve que ça, c'est important. Allez, pour ou contre, Jordan Bardella, président, malgré son jeune âge et son absence d'expérience professionnelle, il est très critiqué là-dessus dans les médias.
Oui, non, moi je suis pour parce que je pense qu'en fait, l'âge ne veut rien dire. Ça me surprend, je suis étonné. Je sais que je peux être un peu déceptif, mais non, mais en fait l'âge ne veut rien dire. Parce que de l'autre côté, moi j'entends la même chose à l'opposé. On me dit, mais Jean-Luc Mélenchon, il aura 75 ans. Ben, ça compte pas non plus. En fait, je pense que l'âge, le facteur d'âge, ne compte pas. L'expérience dans la vie, elle n'est pas uniquement professionnelle. Vous pouvez avoir vécu des tas de choses. Jordan, il est député européen depuis bientôt 10 ans. Il a mené des campagnes. Enfin, je veux dire, il a une autre forme d'expérience professionnelle, élective, de vie, d'être capable de se saisir de problèmes de la société pour y apporter des réponses. Et je pense que ça compte tout autant. Donc je pense que le fait d'avoir 31 ans en 2027 n'est pas un problème, non. Mathieu, Jordan Bardella, 31 ans, qui n'a pas connu forcément le salariat, les problèmes liés à un job, tu vois, ou alors en tant qu'entrepreneur, est-ce que ça doit l'empêcher de devenir potentiellement président de la République, si jamais ? Écoute, si moi je... C'est un problème ? Pas forcément. Ça peut être un problème s'il le fait solo, parce qu'il manquera de l'expérience sur certains trucs. Par contre, s'il sait bien s'entourer, sur des sujets bien précis, avec des gens qui savent faire ou qui savent... C'est pas important d'avoir roulé sa bosse, d'avoir connu des problématiques, je crois d'avoir galéré. Je crois que ce qui est important, c'est d'être un bon leader. Alors, je ne partage pas toutes vos théories, enfin, pas vos théories, mais Mais je crois que sur le côté leadership, il n'y a pas de discussion à avoir sur ce garçon. Et encore, s'il s'entoure bien, avec vraiment des gens compétents dans leur domaine, il a l'intelligence, à mon sens, de faire la synthèse de tout ça. Enfin, on a quand même un président de la République qui est multidiplômé, dont on nous a dit que c'était un Mozart de la finance, etc. Le résultat est catastrophique. Je veux dire, c'est parce que Emmanuel Macron, probablement, n'a pas de connexion avec la France du réel, parce qu'il est complètement perché, parce qu'il est complètement déconnecté. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, le jugement, il ne se fait pas sur ça. Il se fait sur des idées, sur une capacité de leadership, sur une capacité à appréhender des problèmes, à avoir une vision pour le pays, et pas sur une série de diplômes. Et puis, on ne peut pas avoir tout expérimenté dans la vie. À ce moment-là, on a eu un débat sur les enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. Mathieu en a. Donc, ça voudrait dire que je peux pas avoir d'avis sur les enfants. On peut pas avoir, une foultitude de diplômes, d'expérience dans tous les domaines pour être jugé crédible. Moi, je le redis. Aujourd'hui, on a des gens qu'on nous avait présentés comme des gens très intelligents. Ils ont ruiné le pays. Et là, maintenant, il va falloir que vous me disiez si vous êtes pour qui ou contre qui, entre Rachida Dati, maire de Paris, ou alors Sophia Chikirou, maire de Paris, qui a officialisé sa candidature à la mairie de Paris. Alors d'un côté, on a une Rachida Dati qui est pour un Paris apaisé. De l'autre, on a une Sophia Chikirou qui est pour un Paris populaire, LR, vs LFI, si vous ne deviez choisir une seule des deux. Bon, moi, c'est pas mes candidates, hein. Moi, mon candidat, c'est Thierry Mariani, qui est député européen, qui est candidat à la mairie de Paris. Donc, le candidat que je soutiens, c'est ni l'une ni l'autre. Maintenant, mais si tu n'avais pas le choix entre Rachida Dati ou Sophia Chikirou, ce serait évidemment Rachida Dati, qui porte en elle plus de choses avec lesquelles j'ai des connexions que Sophia Chikirou. Même si, d'ailleurs, humainement, moi, j'ai de bonnes relations avec l'une et avec l'autre. Donc, un Paris apaisé plutôt qu'un Paris populaire. Un Paris apaisé et populaire et sécure. Ce serait bien aussi de rétablir un peu de sécurité dans Paris. Mathieu Séchin, Rachida Dati ou Sophia Chikirou, s'il fallait faire le choix entre une des deux pour la mairie de Paris. Rachida Dati. Je la trouve plus... Alors moi, je ne suis pas un Parisien, donc un Paris apaisé. Ouais. On n'est pas parisien. Mais je trouve que Paris est devenu... C'est un enfer. Non, mais franchement, je ne sais pas comment les Parisiens font, je ne sais pas comment tu fais pour vivre ici, mais c'est devenu un enfer, on ne peut plus bouger, on ne peut plus machin. J'ai failli me faire renverser... en un an, au moins 10 fois par des vélos, des machins, des trucs, ça part dans tous les sens. C'est l'enfer. On est mieux dans le Gard ? Hein ? T'es mieux dans le Gard ? Oh, qu'est-ce que je suis mieux dans le Gard. Est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression du genre sur la carte d'identité ? Le M, le F. Alors moi, je ne suis pas pour la suppression du genre. Je suis sur la carte d'identité. Je suis pour qu'on rajoute ceux qui sont... Non mais là la question c'est est-ce que tu es pour ou contre la suppression du M et du F sur la carte d'identité ? Je t'explique. Le 14 octobre 2025, l'Assemblée nationale, elle a reçu une proposition de loi qui a été signée par 69 députés qui vise à supprimer justement cette mention parce que l'inscription du sexe sur la carte nationale d'identité, c'est vu comme une forme de discrimination qui peut contraindre celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans des catégories hommes ou femmes, comme les personnes transgenres, les personnes non-binaires, les intersexes, ou celles qui choisissent. Voilà, alors il y a énormément d'associations qui ont mis en garde. Je ne suis pas pour
Je ne suis pas pour qu'on supprime tout ça, qu'on efface tout. Il y a des hommes, il y a des femmes, et il y a des... On le met maintenant dans les administrations autres, et pour faire reconnaître que ce soit ni homme ni femme. Ça existe. Donc si ça existe, on peut le mettre. Mais on ne supprime pas ce qui existe déjà. Autre, c'est quand même un peu bizarre. Autre, et puis on met ce que c'est que autre, si c'est une personne transgenre, si c'est... il met ce qu'il a envie de mettre, la personne, ou ce qu'elle a envie de mettre. Oui, sauf que la personne transgenre qui a fait une transition, Oui. Elle est un homme ou elle est une femme, si elle décide d'être un homme ou si elle décide d'être une femme. Oui, Elle n'est pas transgenre. Elle mettra homme ou femme. Sébastien Chenu, la suppression du M et du F sur la carte Non, je ne d'identité. suis pas du tout pour qu'on supprime ça. Moi, je pense que c'est important. Moi, je ne suis pas pour les effacements. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour qu'on efface le genre humain dans lequel on est, dans lequel on évolue. Que quelqu'un change de sexe ne me pose aucun problème. Si quelqu'un souhaite changer de sexe. Mais après, il y a évidemment une décision de justice qui fait que vous êtes officiellement un homme ou une femme, il n'y a aucun problème, mais vous êtes un homme ou une femme. Donc moi, je pense qu'il y a deux genres, hommes et femmes, et je pense qu'il faut que ce soit maintenu. Nouveau pour ou contre, faut-il sanctionner les parents en retirant des aides sociales ou le logement social lorsque leurs enfants commettent des actes de délinquance? Mathieu Séchin, pour ou contre retirer ces aides aux parents dont les enfants commettent des actes de délinquance? Alors, moi, dans l'idéal, je serais pour. Mais on avait eu, dans la loi Ciotti, dans les années 2008, 9, 10, je ne sais plus, l'essai d'enlever les aides sociales à l'absentéisme, si je me trompe, des enfants. Il n'y avait pas eu un grand succès, d'ailleurs cette loi a été abrogée. Donc il n'y avait pas eu un effet dessus. Alors la question que je pose, c'est, moi je suis d'accord, parce qu'après tout, je ne vois pas pourquoi on paye pour des gens qui détruisent la société, d'accord ? Remettre un peu de l'autorité... Donc pour ? Oui, remettre de l'autorité parentale, etc. Je me pose la question si seulement ça suffit à arrêter la délinquance. Voilà. Alors, probablement que ça ne suffit pas. Ça, c'est évident. Moi, je pense que vous ne pouvez pas, d'un côté, bénéficier de la solidarité de la nation, c'est-à-dire les gens qui se lèvent le matin, qui payent des impôts et qui permettent à certains d'être aidés à travers l'obtention d'un logement social, parce que c'est ça la solidarité de la nation, et de l'autre côté, laissez vos gamins faire n'importe quoi. Être parent, c'est évidemment avoir des responsabilités. Et si ces responsabilités ne sont pas assumées, ça doit avoir des conséquences. Si vous laissez votre gamin à 12 ans, à 14 ans, casser le mobilier urbain de votre ville, et que vous avez un logement social, eh bien oui, qu'on vient de vous dire, écoutez monsieur, la solidarité nationale va s'arrêter parce que vous ne tenez pas vos gamins. Donc vous n'aurez plus de logement social. De toute façon, il y a tellement de gens qui attendent qu'il y aura toujours quelqu'un pour le prendre. Donc moi, je pense qu'il faut à un moment remettre un peu d'ordre dans tout ça. Des gens qui ne tiennent pas leurs gosses, qui les laissent divaguer, faire n'importe quoi, ils ne peuvent pas ensuite avoir droit à la solidarité de la nation. On tient ses gosses dans ces cas-là. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour du service militaire obligatoire? Sébastien Chenu. Bon, en ce moment, il y a quoi ? Il y a une journée défense-citoyenneté, une qui fois sert par un peu à an, rien, qui est sur une journée. Je ne sais pas si ça sert à rien. Ça permet quand même à 800 000 jeunes, chaque année, garçons et filles, de se retrouver autour de thématiques qui sont qu'est-ce que c'est que la nation, la défense de la nation, etc. Donc je ne dis pas que ça sert à rien. Dans l'idéal, moi, je pense que ce serait bien. Mais on n'en a pas les moyens. Enfin, il faut être honnête. Un service militaire, garçons et filles, obligatoire chaque année, c'est, je crois, parce qu'il faut les loger, etc., les nourrir, 10 milliards d'euros. On n'en a pas les moyens. Donc il faut réfléchir à d'autres formes, peut-être basées sur le volontariat, ceux qui ont envie peut-être de s'engager. Ce serait évidemment, je pense, la restauration d'une certaine forme de lien entre la jeunesse et la nation qui est bienvenue. Mathieu Séchin, pour ou contre le retour du service militaire obligatoire en France? Moi, je suis pour. Moi, je trouve qu'on pourrait trouver les moyens parce que je trouve que depuis que Chirac l'a fait arrêter, c'est là qu'on voit, enfin, c'est mon ressenti, mais cette espèce d'augmentation de la délinquance où le gamin, on ne l'a pas pendant 8 mois, tu vois, je crois que c'était 8 mois ou 10 mois, je ne sais plus, on l'a pas. On lui a fait connaître des choses, il s'est pris 2-3 beignes de ses collègues, tu vois. Et souvent, il y avait, avant la décision de Chirac, des gars qui sortaient à 17-18 ans des zones et qui repartaient après dans la vie grâce au service militaire. Alors là, je ne suis pas dans les comptes publics, si, on y est tous parce qu'on voit tous. Oh, par pitié, pas le budget.
On comprend Mais rien. par exemple, on pourrait récupérer ces 10 milliards de TVA qu'on a perdus et les foutre dans le service militaire. En tous les cas, sur le principe, il faut aller vers quelque chose qui redonne le lien. Parce que c'est vrai qu'il y avait des gamins qui venaient de toutes origines, qui revenaient, ils avaient un permis de conduire, donc ça, c'est utile. Aujourd'hui, même les militaires eux-mêmes disent, attention, on n'a pas les casernes, on n'a pas les moyens. Mais il faut aller en tous les cas vers quelque chose. Ça a été probablement une erreur, hein, Ah oui. l'arrêt du service militaire. Et on aurait continué à l'avoir, on aurait pérennisé ces moyens-là. L'argent, on l'a bien mis dans autre chose depuis qu'on l'a pas. Mais ce ne sera pas sous la même forme en tous les cas. Et enfin, pour conclure ce politiquement incorrect, vous allez chacun réagir à 2 déclarations de l'un et de l'autre. Ah. Ça, c'est la petite surprise de fin de vidéo. De fin de parcours. Mathieu, on va commencer par toi. Tu vas réagir à 2 déclarations de Sébastien Chenu. La première, c'est la suivante. Empêcher Marine Le Pen de se présenter serait un scandale démocratique. L'empêcher, il y a la justice derrière. Hein. Non, si la justice décide de l'empêcher, elle l'empêche, mais vous avez un ressort. Donc, vous avez Jordan Bardella qui succédera. Mais non, il faut se caler derrière la justice. Il ne faut pas rentrer dans ce débat-là, parce que, comme avec Sarkozy, comme avec... pour moi, je me cale derrière la justice, parce que si on commence à dénigrer la justice, quel que soit le truc, c'est là où on part vers la dictature, vers tout ça. Donc on se cale derrière la justice. Si elle peut se présenter, tant mieux, elle se présente, elle devient ou pas présidente de la République. Si elle ne peut pas, il faut changer son fusil d'épaule et vous avez votre... Réaction Bardella. spontanée. Ouais, non, mais c'est pas la justice de décider. En réalité, c'est aux Français de décider qui ils veulent avoir comme président de la République. Parce que je rappelle que Marine Le Pen, elle est empêchée de se présenter parce qu'elle est en procédure d'appel et qu'on lui fait ce qu'on appelle une exécution provisoire de sa peine, c'est-à-dire qu'on l'empêcherait, mais à la fin, elle peut être tout à fait innocentée. Mais les élections présidentielles seraient passées. On l'aurait empêchée entre-temps. Et là, ça veut dire qu'on aurait créé un dommage irrémédiable. Si à la fin, elle est déclarée innocente après la présidentielle et qu'elle a été empêchée entre-temps, c'est donc que les juges ont décidé de qui pouvait se présenter. Et là, c'est pas elle est coupable ou innocente, puisque de toute façon, elle sera en appel, en cassation, etc., et que la présidentielle sera passée. Oui, donc, mais est-ce est-ce qu'elle devrait être au-dessus d'un justiciable français qui lui-même fait appel, donc à des délais, parce qu'on sait ce que c'est que les délais d'appel, qu'à des délais, qu'un justiciable français qui ferait appel, qui ferait cour de cassation, etc. C'est là que je dis que je ne pense pas. Mais on lui fait porter, comme pour Sarkozy, une exécution provisoire de sa peine, c'est-à-dire qu'on l'oblige à faire sa peine avant de savoir si elle est coupable ou innocente. Quelque part, on la prive d'une élection, alors que quelques années après, elle pourrait être coupable ou innocente. Moi, je pense qu'elle sera innocente d'ailleurs, mais finalement, on la prive, le juge décide de cette capacité à se présenter à l'élection présidentielle sans avoir jugé définitivement de sa culpabilité. Deuxième déclaration de Sébastien Chenu à laquelle tu vas réagir, Mathieu. Présenté comme le Mozart de la finance, Emmanuel Macron a ruiné le pays. D'ailleurs, tu nous l'as sorti. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Sam? Quoi qu'il en coûte. Non, mais tout le monde le dit qu'il est d'une intelligence, probablement l'une des personnes les plus intelligentes qui a existé en politique. Il ne l'a pas mis à profit. On est mal, quoi. Enfin, tout le monde le dit. On est mal. Moi, je me sens mal dans mon pays. Je me sens mal en tant que chef d'entreprise, en tant que papa, en tant que... Enfin, je suis pas bien, quoi. Donc, oui, on est... Alors, on dit que c'est un bon président aujourd'hui au niveau des diplomatiques, machin, etc. Mais en fait, je m'en fous un peu, quoi. C'est bien de ce qui se passe aux États-Unis, mais je voudrais qu'on parle un petit peu de chez nous, quoi. Voilà. Sébastien Chenu, tu vas pouvoir parler justement parce Donc, que tu vas réagir à 2 déclarations de Mathieu. C'était sûrement un Mozart. Oui, c'est une personne brillantissime, tout le monde s'en accorde. Mais là, on est arrivé au bout d'un système, là. Vraiment. Mozart qui joue faux, mais quand on ne met pas son intelligence au service d'une bonne politique, c'est qu'on n'est pas si intelligent que ça. Le problème, je pense qu'il a peut-être eu un ego trop développé. Il s'est peut-être entouré de personnes pas suffisamment capées pour... C'est pas la faute des autres. Dans ces cas-là, il faut savoir assumer, c'est sa faute à lui. Sébastien Chenu, déclaration faite par Mathieu Séchin, tu vas y réagir tout de suite. J'ai fait une dépression postpartum. Postpartum, après avoir été papa. Ouais. Eh bien, je peux comprendre ça.
Je peux comprendre parce que je pense que la parentalité, c'est un bouleversement dans un quotidien pour un homme, pour une femme, quels que soient les modes de fonction. Et je pense que dans ce bouleversement, il y a de grandes sources de joie, mais aussi des remises en cause, il y a des choses très intimes qui bougent au fond de soi, et j'arrive évidemment à comprendre ça. Alors, pour la petite info, en fait, c'est pas il y a cette partie bouleversement, mais on n'en parle pas assez du postpartum, de la dépression postpartum chez l'homme. Et il y a aussi un bouleversement hormonal. D'accord. Alors, déjà chez le papa, il y a un bouleversement hormonal. Chez le papa classique, un bouleversement hormonal, mais chez le papa solo, encore plus. C'est-à-dire que, et ça, c'est un professeur de l'hôpital Necker qui me suit, qui me l'a dit, on a une chute violente de la testostérone et une augmentation de l'ocytocine. Et en fait, ce combo hormonal nous rapproche des hormones qu'a la maman après l'accouchement. Et c'est pour ça qu'on subit cette dépression postpartum qui est autour de entre 10 et 20% des papas. Et qui dure combien de temps ? Ça dépend. Mois, à peu près 2-3 mois. Enfin, ça dépend aussi ça de dépend chacun. aussi des personnes. Moi, ça a été plutôt 1 mois et demi, mais ça peut aller jusqu'à 1 an. Ouais. Et enfin, deuxième déclaration et dernière déclaration de Mathieu Séchin à laquelle tu vas réagir, Sébastien Chenu. Je refuse de mettre mon enfant à l'école. Ça sera école à la maison. Aujourd'hui, dans les écoles, il y a trop de violence. Je comprends ça aussi. Moi, je suis pour la liberté. Je pense que l'éducation à la maison, l'école à la maison, c'est quelque chose qui se fait depuis toujours et qui se fait aussi parfois très bien, souvent très bien. Je connais des gens qui pratiquent cette école à la maison. C'est la liberté des parents, encore une fois, qu'il faut respecter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des contrôles sur les capacités qu'a l'enfant après à lire, à écrire, etc. Attention, c'est pas ne pas mettre son enfant à l'école, c'est pas ne pas lui donner d'éducation, pas du tout. Mais moi, je suis très attaché à cette liberté qu'ont les parents. Alors, on a depuis que monsieur... notre président de la République est là, une lutte contre l'école à la maison. C'est-à-dire que, bon, déjà, il a mis les enfants à 3 ans à l'école. On sait très bien que les enfants à 3 ans à l'école obligatoire, c'est une catastrophe parce que certains enfants sont contents d'y aller, mais pour d'autres enfants, à 3 ans, ils ne sont pas prêts de couper avec les parents. Pas prêts du tout. Donc, c'est terrible. Je pense qu'ils réfléchissent d'ailleurs à le remettre à 6 ans, l'obligation. Mais c'est terrible, hein, parce que tous les enfants ne sont pas les mêmes, d'accord ? Et puis, tu as maintenant, pour faire l'école à la maison, il faut... Moi, j'ai la capacité, si je veux, d'aller créer des entreprises à l'étranger, par exemple en Espagne ou en machin, dont d'être véhiculé à droite à gauche parce que j'en ai les moyens, etc., pour correspondre à un des 4 critères qu'il faut pour initier un apprentissage à la maison. Mais beaucoup de parents ne le peuvent pas. Et c'est un déchirement du cœur que de renvoyer leurs enfants à l'école, et pour les parents, et pour les enfants. Et je trouve que cette politique qu'a eue M. Macron sur l'école à la maison a été catastrophique, parce qu'il faut... tu as des parents qui ne savent pas faire, tu as des enfants qui ne peuvent pas faire, et il faut, comme tu le disais, que tout soit possible. La liberté, voilà. Merci, Mathieu Séchin. Merci. Merci Sébastien Chenu, Merci, on vous retrouve Sam. sur vos réseaux sociaux, vos comptes Instagram sont les suivants. Mathieu de ton côté, c'est Mathieu.Séchin. Sébastien, toi c'est Sébastien-Chenu. Du côté de vos TikTok, c'est Mathieu Séchin tout attaché, Seb Chenu tout attaché et le compte X, c'est Seb Chenu également. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité des réseaux, une nouvelle personnalité issue du monde de la politique pour un nouveau Politiquement Incorrect. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.